Merci beaucoup pour votre invitation tout d'abord et aussi la thématique. Ah oui, ça fonctionne, je ne l'ai pas ici. Ok, très bien. Et pour la thématique qui m'a été confiée, classe inversée, je suppose que la plupart des personnes ici ont déjà entendu de quoi il s'agissait. En tout cas, je peux vous dire qu'en France, il y a une association qui s'appelle Inversons la classe, une association quasi autonome, assez bottom-up quelque part, d'enseignants qui se réunissent chaque année, d'enseignants, j'insiste beaucoup, du primaire, du secondaire et du supérieur pour parler de cette thématique, la classe inversée. Et on m'a rajouté dans le titre « et pédagogie numérique ». Je vous dis tout de suite, je n'aime pas ça. Je ne sais même pas ce que c'est, hein, pédagogie numérique. Pour moi, que l'on fasse de la pédagogie avec un tableau noir, avec des manuels, avec des boîtiers de vote électroniques, il n'y a pas de principe dans la pédagogie numérique qui ne soit pas déjà inscrit dans le concept de pédagogie tout court. Ça, c'est important. Maintenant, j'accepte le titre. On a voulu dire pédagogie dans un univers numérique, comme si c'était une grande invention. Ben, il est grand temps que l'école devienne numérique parce que la société l'est déjà, en fait. Hein, je vois ici, monsieur, il a un instrument bizarre en main. C'est une sorte de smartphone. Vous, ah non, il y a encore quelqu'un avec un crayon, c'est très bien. Oui, voilà, notre société devient numérique. Je pense que la manière dont nous travaillons, dont nous prenons nos vacances, dont nous vivons, dont nous écoutons de la musique, dont nous faisons nos achats, c'est déjà fortement marqué par le numérique. Et on continue à dire « j'ai acheté un livre » et pas « j'ai acheté numériquement un livre ». D'accord ? Donc c'est un peu ça l'idée qui est là. Donc voilà, le diapo est disponible. J'utilise un écraseur d'adresses. Bitly, ça va chaque fois revenir sur toutes mes dias, et il vous suffira de noter les mots qui suivent, ici P2S2ML, pour arriver sur le diapo. Vous verrez que pas mal de mes dias contiennent en bas à droite généralement un lien qui vous permet d'avoir des développements supplémentaires. On y va. La classe inversée, j'ai insisté sur le « la », qui me fait un petit peu peur parce que dès qu'on commence à me dire la classe inversée, je vois tout de suite quelque chose de normatif. Qu'il y en a qui font de la classe inversée, d'autres pas, d'autres qui croient faire de la classe inversée, mais c'est pas exactement ça. Néanmoins, Flipped Classroom en anglais, c'est un concept qui nous est arrivé en francophonie, je dirais aux alentours de 2008, et il est venu en francophonie entre 2008 et 2012. C'est quelque chose d'intéressant, hein. Ça j'insiste beaucoup, c'est mon côté un peu révolutionnaire, c'est du bottom-up. Les sciences de l'éducation n'avaient pas vu les classes inversées arriver, quoi qu'ils en disent. Les politiques non plus. Je ne connais pas de décret où on a dit qu'il faut faire de la classe inversée. C'est vraiment du bottom-up. Ce sont des enseignants, et en particulier, dit-on, mais il en a bien d'autres, 2 enseignants, ils sont en image là. Figurez-vous que ce sont des profs de chimie dans le secondaire. Ça ne vient pas de l'université. Parce qu'on dit parfois, oui, les classes inversées, ça marche bien quand ils sont grands à l'université. Non, non, ça va aussi à l'école primaire, à l'école secondaire. Et ces 2 profs de chimie, vous savez, bien sûr, il y avait les vidéos, ils connaissaient ça, mais surtout ce qui les embêtait, c'était la non-mobilité, voilà, les étudiants, ils écoutaient, ça va un peu comme ça le cours, et eux, ils aimaient tellement la chimie, ils ont voulu faire quelque chose. Alors, c'est l'époque, oui, effectivement, en 2008, si vous regardez, c'est l'époque des premières vidéos éducatives, je veux dire, largement diffusées via Internet. Hein. Ça existait bien avant, la télé éducative et tout ça, mais la grande diffusion, ces universités, hein, Harvard, MIT, qui commencent à mettre des cours filmés en ligne, ça date environ de 2008. Et eux ont décidé d'utiliser ces vidéos à la place de la partie transmissive de leur cours. Transmettre une vidéo le fait aussi bien que les profs. Alors là, je vais vous choquer de temps en temps, mais oui, si vous pensez
que le rôle de l'enseignant est uniquement de transmettre, vous savez, les contenus qui sont connus depuis la nuit des temps et des choses comme ça, eh bien, je réponds souvent aux enseignants qui me posent la question, ils sont un peu fébriles, hein. Vous pensez qu'un jour la vidéo va remplacer l'enseignant? Je réponds, oui, c'est déjà fait. Parce que si un enseignant imagine que sa seule fonction est de transmettre, ben, l'intelligence artificielle, la vidéo, le fait déjà. Mais vous, qui êtes venu aujourd'hui à la conférence, vous savez bien qu'un enseignant, ce n'est pas que transmettre, c'est accompagner les apprentissages, ce qui n'est pas du tout la même chose, on y reviendra. Et donc, cette idée de classe inversée, et c'est vrai, avec un ami, la Lyonnais, Christophe Battier, nous l'avons un peu transporté en francophonie dès 2012. Hein, vous voyez cette vidéo sur YouTube. Je suis quand même un peu content. Elle a été vue 25 000 fois ou quelque chose comme ça. 29 000, je crois. Voilà, on a un peu dit, ben voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi? Ben, la classe inversée, en fait, c'est ceci. C'est une revision complète des espaces et des temps d'apprentissage. Vous voyez là, hein, l'amphi. L'amphi tel qu'il est aujourd'hui, c'est l'amphi que je vois ici devant moi. Et tout à coup, il y a cette chose-là qui apparaît, la vidéo où des profs sont en train d'expliquer, ils sont filmés, et mes étudiants, parce que vous allez me dire, oui, mais c'est quand même pas aussi bien qu'un prof, hein, parce qu'il y a la proximité dans l'amphi. Vous voulez rire? Non. Il y a de la proximité, mais il n'y a pas de la présence. D'accord? Cette vidéo-là, les étudiants, ils me disent à moi, l'avantage, c'est qu'on peut pousser sur un petit bouton « pause », arrêter, revenir en arrière, le revoir un mois après. Avec un cours d'UNIF en amphi, par exemple, non, il n'est pas du tout question de cela. Donc, cette vidéo, finalement, elle abolissait la présence et la distance. On n'était plus obligé d'aller dans l'amphi B32 ou B44 pour écouter un prof nous dire, ce qui se trouvait d'ailleurs dans son manuel bien souvent, mais on peut le faire de chez soi avec son baladeur, etc., etc. Ce qui pose beaucoup de problèmes. L'étudiant peut apprendre n'importe où, n'importe quand, c'est très beau, mais c'est à lui que revient quand même la décider d'apprendre dans tel lieu et à tel moment. Donc il y a cette question-là de l'autonomie qui est bien sûr là. En plus de ça, en plus du croisement présence-distance, comme vous allez le voir, il y a la revision complète, surtout pour les francophones, voilà, des notions d'enseigner et d'apprendre. Vous allez me dire, oui, on sait tous ça hein, quand même, qu'est-ce qu'il vient dire, ce Belge-là? Vous allez voir. Je vais donc croiser cette idée de présence, nous sommes ensemble au même moment dans le même local, avec cette idée de distance, ce qui ne veut pas dire enseignement à distance. Ça veut dire à distance de l'enseignant, ça veut dire en autonomie finalement. Et vous voyez deux lignes, enseigner et apprendre. Dans l'enseignement dit traditionnel, on pourra en parler pendant longtemps, la partie transmissive se fait en présence, l'enseignement se fait en présence et bien souvent, l'apprentissage se fait à distance. Vous avez reçu des cours à l'école ou en amphi, et les problèmes, les devoirs, etc. étaient faits à la maison. Et donc la partie « je vais apprendre », je vais m'entraîner, je vais développer des compétences, etc., se faisait généralement à distance. L'idée de la classe inversée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas déplacer, un peu du transmissif vers la distance? Ben oui, le livre existe depuis 6 siècles. Hein. Je ne comprends pas comment on n'a pas fait des classes inversées avant. Hein. Je ne comprends pas. Les livres, ils existaient. Oui, mais il fallait savoir lire. Oui, bien sûr. Mais voilà, maintenant, là, la vidéo.
Et on se dit, ben, finalement, l'étudiant pourrait regarder le cours à distance à la maison. Mais alors, il y a un espace qui se crée, l'espace en présence. Mais que fait le prof? Vous savez que certains profs m'ont dit, oui, mais si je mets mon cours sur Internet, ou en ligne, on ne va plus avoir besoin de moi. Mais qu'est-ce que je vais faire dans l'amphi? C'était ça la grande crainte. Qu'est-ce qu'on va faire? Développer sans doute des pédagogies plus actives, basées sur des problèmes, sur des projets, etc. Donc, quelque part, on déplace une partie du transmissif, non pas pour se débarrasser du cours, les vilaines langues, mais pour faire de la place pour d'autres types d'activités plus significatives en termes d'apprentissage. Voilà la clé. Alors, vous pouvez trouver une définition, vous irez la voir là-dessus, sur le diapo dont je vous ai donné l'adresse. Moi, j'avais résumé en anglais, c'était pour me faire comprendre. Hein. Vous m'avez bien compris, quand on dit quelque chose en français, ça vaut quand même moins, hein, bien qu'on dise... voilà. J'avais résumé ça comme ça. Lectures at home, les leçons à la maison, and homework in classes, les devoirs en classe. C'est une façon caricaturale, vous m'avez bien compris, de présenter finalement ce concept de la classe inversée. Voilà, j'ai terminé la première partie. Mais vous allez me dire, mais quels sont les fondements de tout cela? Ils sont énormes, vous savez. Quand un professeur décide que la partie sacrée pour laquelle il a été nommé finalement est de transmettre, et qu'il peut remettre ce pouvoir de transmission à un média électronique, visuel, tout ce que vous voulez, il a déjà fait un premier pas, parce qu'il va se retrouver avec sa classe et il va devoir faire quelque chose. Les premiers profs en classe inversée, ils faisaient ceci. Ils mettaient leur cours ou un équivalent en ligne, ils disaient aux étudiants, regardez-le à la maison, et puis ils arrivaient dans l'amphi en disant, vous avez regardé la vidéo? Avez-vous des questions? Et personne ne bougeait. Ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire. Bien sûr, la réponse, on va essayer de le voir, c'était mettre en place des pédagogies actives. Alors, des dispositifs, j'en ai vu, j'en ai évalué dans ma vie. Moi, je me rattache, si vous voulez, à un grand principe qui est celui de la cohérence pédagogique. Peu importe qu'il y ait des zinzins technologiques, je l'ai dit tantôt, ce qui est important, si vous voulez, dans la pédagogie, c'est de respecter la cohérence entre les objectifs, les méthodes et l'évaluation. Vous allez me dire, oh là là, aujourd'hui, il n'est pas en forme, hein, il nous raconte combien de profs ai-je vu, ai-je entendu me dire, moi, dans mon cours, mon objectif, c'est de développer l'esprit critique des étudiants. Très bien. Et comment faites-vous? Je leur explique des théories de temps en temps. Et comment les évaluez-vous? Avec un examen, quoi. Regardez autour de vous, vous me direz si c'est si banal. Évidemment, on m'a parlé de pédagogie numérique, donc vous le devinez, là sur mon triskel, il manque quelque chose, les outils. Et c'est un article que j'avais écrit il y a déjà pas mal de temps, je crois que c'était en 2007, et j'ai été très étonné que l'auteur, si vous voulez, Bix, de l'alignement constructif, dans un article récent, reprenne cette façon de voir les choses pour parler de la pédagogie numérique, justement. La pédagogie reste la pédagogie, c'est l'alignement. Si on veut rajouter les outils, on se pose des questions sur l'efficacité, l'efficience, les valeurs ajoutées, etc. Allons-y. La classe inversée, pour moi, elle est au courant de ces trois pôles. Elle nous parle d'objectifs, tantôt j'ai parlé autonomie, esprit critique, etc. Elle nous parle de méthodes davantage actives que l'on voudrait plus actives effectivement. Et elle nous parle aussi de nouveaux modes d'évaluation,
l'évaluation formative, l'évaluation continue, l'évaluation par les pairs. Oser demander à des étudiants d'évaluer le travail d'un autre groupe d'étudiants. Il y a des profs à Louvain, pas ici, hein, mais qui me disent « Mais monsieur Lebrun, ils ne sauront jamais, hein. Ils ne connaissent même pas encore ma matière. » Vous rigolez ou quoi? Il faudra arrêter ce petit jeu avec la matière, finalement. Il faudra un jour remplacer ça par l'esprit. Je trouve que ce sera vraiment intéressant. Les formes d'évaluation, l'utilisation des outils, tout ça sont des questions. Alors je vais aller vite ici, parce que vous connaissez ça. Question d'objectif. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie, c'est bizarre que je dise ça, la plupart ici, enfin certains savent que je ne suis pas du tout un pédagogue. Je suis docteur en sciences par les sciences physiques nucléaires. Je me suis intéressé à l'enseignement, comme beaucoup d'enseignants, en se disant « Mais enfin, pourquoi ils n'ont pas l'air plus dynamiques là, face à mon amphi, etc. etc. » En 1990, on m'a dit « Les objectifs, c'est facile. Tu commences par « l'étudiant sera capable de », tu mets un verbe et tu mets un substantif. L'étudiant sera capable de synthétiser une œuvre de François Mauriac. 10 ans après, figurez-vous, vers 2000, arrivait cette notion de compétence. Il ne suffisait pas de savoir et savoir-faire, mais c'était important de le faire dans un contexte donné. Dans un contexte, dans un problème, comme on dit, une situation problème, quelque chose comme ça. C'est arrivé vers ce moment-là. Et à l'heure actuelle, figurez-vous que cette notion de compétence, dont certains ils se réveillent avec maintenant, est déjà un peu dépassée par celle de learning outcomes, les acquis d'apprentissage. C'est non seulement ce que l'étudiant sait, est capable de faire dans des contextes donnés, mais c'est à lui que revient la preuve. Donc, quand il passe un examen, le professeur ne lui dit pas « cite-moi les deux machins, les théorèmes de, etc. » Il lui dit « montre-moi ce que tu as fait avec mon cours. Démontre-moi, donne-moi la preuve que tu as compris ce qu'il y a dans mon cours. » Alors, ici en Europe, on me dit jamais « mais c'est pas vrai ce « be able to demonstrate ». Si vous allez voir dans les textes originaux de l'Union européenne, ce « be able to demonstrate » est bien là. Malheureusement, quand on l'a coulé dans le texte des nations, généralement, ça a été bazardé, parce que c'était quand même trop, que l'étudiant, finalement, doit faire la preuve lui-même de ce qu'il a appris. Il n'empêche, moi je continue à professer ça, les acquis d'apprentissage, c'est à l'étudiant qu'il revient de faire la preuve. Alors tout ça, ça s'enclenche dans toute une série d'auteurs, hein. Par exemple, le rapport des technologies, vous avez des auteurs comme Bernard Stiegler, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui dit face à tous les problèmes que les technologies nous amènent, parce qu'elles nous amènent aussi beaucoup de problèmes, elle nous dit ça révèle simplement notre capacité, notre incapacité à socialiser correctement les outils. C'est de notre faute, finalement, si ces outils fonctionnent mal, etc., etc. Alors, Michel Serres est beaucoup plus optimiste, vous le savez bien, et il dit, avec les outils, nous n'avons pas le cerveau vide. Vous savez, à force de tout copier dans son smartphone, on pourrait finalement perdre la mémoire. Il dit, non, on a le cerveau plus libre. Tout ça, ça conduit à une flopée de compétences dont on parle beaucoup dans l'enseignement supérieur, mais qui sont peut-être des compétences déjà développées à l'école primaire, comme la pensée critique, la créativité, la responsabilité sociale. Vous savez, en Belgique, les marches de ces étudiants tous les jeudis pour sauver le climat, quoi. Il n'y a personne qui leur a parlé de ça. Et ils se manifestent. Responsabilité sociale, autonomie, travail d'équipe, communication. Voilà des compétences que
il faudra bien développer dans notre enseignement parce que le numérique nous donne cet espace de liberté et pour en profiter, nous allons devoir développer ce type de compétences. Alors parfois, on me dit, mais où sont les savoirs, mes disciplines, moi? Regardez bien dans le petit bandeau blanc, elles vont apparaître. Elles sont là. Elles sont en périphérie. Anciennement, il y a 10 ans, les savoirs, les disciplines étaient au centre et les compétences tournaient autour. Maintenant, les compétences sont au centre et les savoirs tournent autour. Pourquoi? Parce qu'ils sont accessibles. Ils sont accessibles partout. J'ai toujours des profs qui me disent « Oui, mais vous savez, moi j'enseigne le 3e principe de la thermodynamique. Il n'y a rien sur Internet là-dessus. Viens ici, mon gaillard. Viens, je vais te montrer. » Voilà un peu où nous en sommes. Attention, les savoirs sont accessibles, a dit Marcel Lebrun. Ça ne veut pas dire que les connaissances deviennent faciles. N'oubliez pas ça. Les savoirs, c'est ce qui est normé, c'est ce qui est diffusé, c'est ce qui est écrit. La connaissance, c'est la manière dont l'individu est capable de se l'approprier. Donc, réponse, nous, les enseignants, on doit faciliter l'appropriation par les étudiants. On parle aussi des compétences toute la vie durant. Vous avez quelqu'un comme Georges Siemens, vous irez lire ça plus tard, mais qui nous parle de la société numérique au niveau de l'éducation, en nous disant ces métiers que les étudiants vont devoir faire et qu'ils n'ont jamais appris. Voilà face à vous un pédagogue qui n'a jamais suivi un seul cours en sciences de l'éducation. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'ai 3 enfants, ils sont dans des métiers qu'ils n'ont pas appris à l'université. Et donc, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste ces compétences qu'ils ont peut-être développées et dont nous devons encourager les autres étudiants à développer également. Alors voilà, il nous parle, vous voyez, de l'apprentissage informel. On a souvent cru qu'il fallait aller à l'école pour apprendre l'apprentissage formel, mais non, à l'heure actuelle, c'est le règne de l'apprentissage informel. L'apprentissage tout au long de la vie, le rôle des technologies, les savoirs et savoir-faire. Vous savez, dans les livres de pédagogie, c'est le dernier, on parle encore des savoirs et savoir-faire. Ah oui. Eh bien, Siemens dit, oui, il y a les savoirs et savoir-faire, il n'y a personne, mais il dit, il va surtout y avoir besoin de savoir où et quand. Où trouver l'information et quand est-ce que cette information que je vois là sera pertinente par rapport à mon problème. Comment on va faire ça dans des cours magistraux? Vous faites ce que vous voulez. Vous continuez vos cours, ça va ex cathedra comme au XIVe siècle, mais c'est pas ce genre de choses que vous allez leur apprendre. Sauf certains qui, par la famille, qui, par leur lecture, auront compris ce genre de choses. Mais je pense que c'est encore le devoir de l'école. Les méthodes, je vais vite. Je vais aller très vite parce que je vais terminer avec les classes inversées. Alors ici, je voudrais dire simplement ça, je raconte toujours ça à mes étudiants, et pourtant, eux, ils sont en sciences de l'éducation, ils font l'agrégation, vous savez, l'école des maîtres, etc. Et je leur dis, je vais vous le dire comme je leur dis, nous, les francophones, on n'a vraiment pas de chance. On n'a vraiment pas de chance et on va avoir du mal. Pourquoi? Parce que dans la langue française, le mot « apprendre » et le mot « enseigner » sont largement confondus. Je vais t'apprendre à rouler à vélo. Je vais t'apprendre la preuve par 9. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui? La réponse est rien du tout. Vous ne pouvez pas m'apprendre quelque chose. Vous pouvez m'enseigner, me montrer, me démontrer, m'exemplifier. Apprendre, c'est moi qui vais le faire. Et quand vous regardez l'anglais, et je l'ai fait, j'ai demandé à des profs d'anglais, eh bien, to learn someone, something, apprendre quelque chose à quelqu'un. Si vous regardez dans le Oxford Dictionary, eh bien, ils vous disent que c'est de l'argot, qu'il faut utiliser teach à la place, ben oui, et que c'est généralement le fait de personnes mal éduquées. Bon. En espagnol, la même chose. Vous avez une distinction nette
entre le verbe apprendre et le verbe enseigner. Si je vous dis ça, c'est parce que ma seule conviction, la seule chose que j'ai appris, c'est que finalement, si nous enseignons, c'est pour qu'ils apprennent. Et comme c'est le but finalement, quoi que je fasse finalement, que je dise, que je lui donne des occasions d'apprendre, etc., ce qui compte le plus, ma visée, c'est l'apprentissage de l'étudiant. Apprentissage, pas seulement la mémorisation, s'entend. Et donc, moi, la phrase que j'aime bien, je l'ai un jour trouvée dans un livre en 1988, « Former, enseigner, toutes ces choses-là, c'est donner à l'apprenant des occasions d'apprendre, point. » Alors, peut-être que dans certaines parties de vos cours, une occasion d'apprendre, c'est de leur dire, mais ce sera pauvre. Non, c'est leur donner des situations problèmes, et on voit bien, vous m'avez fait visiter Cibus Santé, on voit là du matériel tout autant d'occasions d'apprendre. On ne voit pas une estrade où le professeur va montrer pour leur dire, voilà, vous voyez, le fil rouge, le fil bleu, etc., etc. Donc, cette centration sur l'apprentissage, ce savoir qui est de plus en plus disséminé, et c'est un fait, nous arrivons aux outils. Et vous allez me dire, oui, mais les classes inversées là-dedans. Mais oui, les classes inversées, c'est une méthode, elle vise des objectifs particuliers, et dans certains cas, pas toujours, elle a besoin de certains outils. C'est ça que je suis en train de vous dire maintenant. Question d'outils. Alors, mon Dieu, moi qu'on dit souvent, Marcel Lebrun, qui a beaucoup d'écrits sur le numérique et tout, si vous saviez parfois les technologies, est-ce que vous pensez que des tableaux blancs interactifs dans une classe vont permettre un meilleur apprentissage? Messieurs, les chercheurs en sciences de l'éducation, ne perdez pas votre temps avec cela, s'il vous plaît. Il n'y a aucun outil qui peut ainsi transformer l'apprentissage des étudiants, si ce n'est en passant par une transformation de la pédagogie, bien évidemment. Autrement dit, mettre simplement un tableau ou des tablettes dans une classe ne va pas changer l'apprentissage. Si le professeur donne les tablettes aux élèves et qu'ils regardent des vidéos dessus, autant qu'il leur explique, voyez-vous, c'est un peu ça, cette idée-là. Alors ça, même Socrate le savait déjà. Il n'aimait pas l'écriture. L'écriture, c'était une invention technologique, parce que les apôtres de l'écriture disaient, vous allez voir, avec ça, l'homme ne perdra plus jamais la mémoire. Sa sagesse deviendra infinie. Et le bon vieux Socrate dit, mais enfin c'est le contraire, si on écrit tout, on ne va plus exercer la mémoire, donc on va l'oublier. Et ceux qui écrivent tout dans leur smartphone, ils doivent comprendre de quoi je parle maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle le pharmacon de Socrate. C'est-à-dire que toute invention humaine, toute technologie, est à la fois un remède et un poison. L'un ou l'autre, non, les deux en même temps. Évidemment, de nouveau, c'est à l'enseignant de créer les dispositifs dans lesquels ces technologies vont avoir des valeurs ajoutées. Vous voyez, ça ressemble un peu à celui-là qui amène la tablette en disant avec ça, vous avez le savoir au bout des doigts, quoi. Comme si cette tablette allait en elle-même, par elle-même, toute seule, forcer notre apprentissage. Je vais passer rapidement sur ce rapport PISA. Pourtant, il est lourd, je pourrais faire une dissertation d'1 heure. C'est le rapport PISA le dernier. Dans les conclusions, ils disent les pays qui ont consenti d'importants investissements dans les TIC, technologies de l'information et de la communication, dans le domaine de l'éducation, n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit en mathématiques et en sciences. Mesdames, Messieurs, voilà, ma conférence est terminée, elle n'a plus d'objet. Ah là là, combien de recherches j'ai vues dans ce sens-là, où on prenait un groupe témoin avec tablette, sans tablette, un groupe expérimental avec tablette, on enseignait un concept et puis on regardait s'il y en avait qui avait un meilleur résultat. Et généralement, il y a des cas, les résultats sont en demi-teinte. Alors, les raisons pour cela, tout d'abord, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup d'enseignants, pas vous, non, vous êtes venu à une conférence pédagogique, non, mais beaucoup d'enseignants quand même, utilisent l'outil pour faire les mêmes choses qu'avant.
Et après ça, ils attendent qu'il y ait des résultats stupéfiants différents dans l'apprentissage. Mais enfin, il faut réfléchir un petit peu quand même. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet diligence. Hein. Au début, quand on a inventé les wagons de chemin de fer, ils ressemblaient à des carrosseries de diligence. Notre incapacité à trouver de nouveaux modes, sauf ici, hein, évidemment, j'ai vu des choses, mais de trouver des nouveaux modes d'innovation finalement au niveau pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, on nous parle des technologies. Et on nous dit, avec ces technologies, les étudiants vont pouvoir chercher de l'information, ils vont pouvoir travailler en équipe, ils vont pouvoir faire aller leur esprit critique et tout. Et puis, on évalue ça comment? En faisant des QCM. La cohérence, évaluation, objectif, etc., n'est pas respectée. Alors, on trouve des résultats en demi-teinte. Ce qui est intéressant quand même, parce que ça montre que les étudiants avec technologie n'en connaissent pas moins que les autres. S'il n'y a pas de valeur ajoutée, au moins il n'y a pas de perte. Mais il y a, selon moi, toute une zone, finalement, de compétences qu'ils auraient pu développer et que malheureusement, ils n'ont pas développé. Et aussi, croire que les étudiants et les enseignants vont utiliser ces outils avec des valeurs ajoutées, sans qu'ils ne soient formés à le faire, c'est vraiment une bêtise. Mais oui, quand on a un nouvel outil technologique, prenez un appareil photo numérique. Moi, quand j'ai eu mon premier, j'ouvre la boîte. Il y a un papier qui dit « Avant de l'utiliser, chargez les piles ». Je mets les piles, et puis je fais ça. Oh, ça prend une photo. J'ai même pas regardé le mode d'emploi. Oui, mais l'appareil d'avant que j'avais, il prenait des photos aussi. Mais toutes les priorités, toutes les caractéristiques supplémentaires de l'appareil photonumérique, réglage de la sensibilité, de la balance des blancs, etc., si je ne vais pas voir dans le manuel ou si je ne me fais pas former, je ne vais pas les découvrir tout seul. Voilà un petit peu cette chose-là. Si on ne fait pas ça, vous connaissez ce dessin. La fossilisation des pratiques nous guette, c'est-à-dire, avec le nouvel outil, on fait la même chose qu'avant. Autrement dit, on bat les tapis avec un aspirateur en faisant ça, et on s'étonne que ça ne marche pas bien. Non, le rapport entre numérique et pédagogique est systémique, c'est-à-dire, si on veut un effet du numérique sur la pédagogie, il faut que la pédagogie change pour accueillir les apports du numérique et donc ses valeurs ajoutées. Je n'ai rien d'autre à dire et on peut me dire « oui, mais vous savez… » Non. Étudiez un peu cette figure et on arrêtera de croire aux prouesses finalement du numérique dans la pédagogie qu'elle ne peut pas avoir, qu'elle ne peut pas tenir. Et donc, j'en arrive à mon tout dernier point. Les classes inversées. Alors, on reproche aux enseignants qui font des classes inversées. Oui, mais les étudiants, si vous mettez votre matière en vidéo, les étudiants, ils ne vont pas regarder les vidéos. Il y en a qui vont quand même les regarder. Et est-ce que vous pensez vraiment que lorsque vous faites un cours ex cathedra, toutes, les étudiantes sont en train de vous écouter? Et tout à coup, parce qu'on utilise une vidéo, vous dites « oui, mais il y aura quand même des étudiants qui ne vont pas les regarder ». Qu'est-ce que ça peut faire? Inventer un dispositif en présence où ceux qui auront regardé les vidéos expliqueront aux autres et mettez en place des activités d'interdépendance. Moi, j'ai trouvé que beaucoup d'enseignants qui me parlaient de la classe inversée, vous savez, monsieur Lebrun, moi je fais de la classe inversée, c'est bien. Et comment faites-vous? Eh bien, ces enseignants me racontaient des choses différentes. Ils ne parlaient pas du tout de la même chose. Ils ne parlaient pas des vidéos en ligne et des devoirs en classe et des choses comme ça. Ça, c'était le type 1 dont je vous ai parlé, la classe inversée. Des vidéos en ligne, des lectures, et ensuite, en classe, on fait des applications. L'évolution du concept de la classe inversée a été énorme. Entre 2012 et maintenant,
La plupart des auteurs, des recherches, etc., concluent en disant que la classe inversée, ça ne se réduit pas seulement à mettre le cours à distance et à proposer des exercices en présence. C'est beaucoup d'autres choses. Alors la question, c'est quoi? Je vous donne un exemple qui va aussi basculer les notions de présence et distance. J'ai des étudiants, je vous mets en groupe de 8, de 10, etc., le groupe A, le groupe B, le groupe C, etc., etc. Je vous dis que sur la superbe plateforme que vous avez, chaque groupe a un texte, une vidéo à regarder, etc. Et je dis, dans 2 semaines, le groupe A va venir présenter ce qu'il a trouvé aux autres. L'étudiant fait un exercice de communication, de travail d'équipe, il vient présenter aux autres et je demande au groupe B de trouver des explications, des vidéos supplémentaires à celles que j'ai proposées. Autrement dit, à distance, ce n'est plus une activité dirigée comme une vidéo, un texte, etc. C'est une activité que l'étudiant doit préparer à distance de manière à la ramener en présence. Peut-être vous aviez déjà fait des choses comme ça dans le secondaire, quand les enseignants vous demandaient de faire une élocution. On parlait comme ça, une dissertation. Vous alliez chercher des informations tant bien que mal et vous veniez présenter ce que vous aviez trouvé devant la classe. Ça, quelque part, c'était déjà un type 2 de classe inversée. Il y avait des activités à distance et d'autres activités en présence qui étaient basculées, mais généralement, les contenus, les savoirs sont trouvés dans la distance et les activités sont placées sur la présence. Type 1, type 2, 2 types de classes inversées. Ce dont je me suis rendu compte aussi, alors regardez bien l'animation de ma figure, c'est que ces 4 événements d'apprentissage, alors le premier, prendre connaissance de la matière au travers de vidéos, le deuxième, faire des applications des problèmes, le troisième, expliquer les contextes, trouver des ressources, le quatrième, l'analyse, la synthèse, la créativité, la présentation au groupe, etc. Regardez, je vais les mixer. Je prends les 2 dernières, je les nomme 1 et 2, et je les installe comme ça, type 1, type 2. Pardon, type 2, phase 1, phase 2. Je prends les 2 autres, la 3 et la 4, et je les amène comme ça. Et vous voyez se dessiner un cycle. Un cycle qui commence par l'exploration des contextes, le partage en classe avec les autres, des vidéos de la matière, de la théorie à consulter, et finalement du transfert de l'application, etc. Ça, c'est ce que j'ai appelé les classes inversées. Il y a évidemment la vidéo à distance et tout, mais il y a beaucoup d'autres choses. Alors, je résume un petit peu parce que c'était peut-être compliqué. Il y a des rapports au savoir qui sont différents. Regardez, le professeur qui donne son cours, les savoirs du cours, les vidéos, les textes sont sur Internet. Et là, les étudiants doivent récolter des savoirs à distance eux-mêmes. L'autre, le rapport au rôle. Le seul qui sait, qui va dire, qui va transmettre, c'est le professeur. Mais on pourrait aussi dire que les étudiants sont actifs. Ils font des applications, ils font des exercices. La partie transmissive en amphi est un peu réduite. Et finalement, la dernière, c'est les étudiants qui occupent l'amphi en donnant cours à leurs collègues. Vous retrouvez le type 1, la classe inversée. Vous retrouvez le type 2, une opération beaucoup plus inductive quelque part. Et vous retrouvez le type 3, qui est là. Avec des concepts que vous voyez, la classe inversée, les classes inversées. Et là-haut, c'est pas à moi en parler, c'est la classe renversée. Vous allez voir les travaux de Jean-Charles Caillé, de Lille, la cathode de Lille, qui lui renverse complètement la classe. C'est-à-dire que ce sont les étudiants qui préparent eux-mêmes les questions d'examen. Aïe, 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 il va trop loin, là, j'en peux plus. Oui. Alors, une autre façon de voir les choses, c'est de revenir à quelque chose qui est déjà ancien. Le cycle de Kolb, David Kolb. Il avait dessiné, je vais très vite ici, une sorte de chemin, de schéma d'apprentissage qui démarrait avec l'expérience concrète,
la réflexion sur ce qu'on a observé, la généralisation, la conceptualisation, la théorisation et ensuite le transfert. Ben, vous regardez que mon schéma propositionnel des classes inversées ressemble tout à fait à ça. Les étudiants explorent les contextes, ils partagent avec les autres, ils critiquent ce que les autres ont trouvé, etc. Puis il y a la théorie. Ah, mais vous n'aimez pas la théorie? Si. Mais c'est pas la théorie d'abord et l'application ensuite. Ça, c'est vraiment cornichon. Hein. Donner des exercices aux étudiants pour montrer que la théorie tourne bien. Non. Il faudrait leur donner des théories quand ils ont exploré des problèmes pour leur montrer que les théories, finalement, elles permettent de résoudre plus facilement, plus généralement le problème. C'est ça que dit un peu le cycle de Kolb. Et donc, vous avez éventuellement des croisements d'activités en présence à distance. Ce que je vous montre là, c'est aussi en lien très fort avec tous ceux qui ont développé les pédagogies actives, Jacques Tardif, l'enseignement stratégique et tout. Quand il nous parle de contextualiser d'abord, de décontextualiser et de recontextualiser, je pense que le schéma des classes inversées fait exactement ça. Une autre chose intéressante, je terminerai là-dessus, c'est, on vous a sans doute beaucoup parlé de la taxonomie de Bloom. Hein, Bloom. Alors, tout le monde dit « Oh, Bloom, c'est vieux !» Ouais. Vous lisez les textes de l'Union européenne sur les learning outcomes, n'importe lequel, les 3 premières pages, c'est la taxonomie de Bloom. Elle est toujours là. Parce qu'elle a du sens. Qu'est-ce qu'il nous dit Bloom? Il faut d'abord mémoriser. Ah bon? Ensuite, il faut essayer de comprendre, pas seulement mémoriser et puis redire, mais comprendre. Ensuite, appliquer, analyser, évaluer, créer, etc., etc. C'est la taxonomie de Bloom, revue par Anderson, etc., etc. Alors, c'est ce que j'ai représenté ici, connaître, comprendre, appliquer, et puis analyser, évaluer, créer, imaginer. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que les classes inversées, en particulier le type 2 des classes inversées, met le brave monsieur Bloom complètement sur sa tête, parce qu'il dit, il faut commencer par des contextes que l'on va analyser, évaluer, etc., etc. Et ensuite, on va aller chercher la théorie. Sincèrement, j'aime bien de temps en temps provoquer un petit peu, mais l'école, elle fait ça. La théorie d'abord, les exercices ensuite. Dans la vie quotidienne, c'est très rare, mesdames, messieurs, que vous lisiez une théorie un soir et que le lendemain matin, vous ayez des problèmes. Je vous conseillerais de ne plus lire de théorie. Non, dans votre vie quotidienne, dans vos cours, dans votre travail, etc., vous rencontrez des problèmes et vous essayez de trouver des éléments qui peuvent être théoriques ou apportés par d'autres qui vont vous aider à résoudre le problème. Voilà ce que dit. Et ce qui est riche, voyez-vous, j'insiste sur la classe inversée, elle ne dit pas c'est l'un ou c'est l'autre, elle dit ça pourrait être les deux à la fois. Commencer par les contextes, l'exploration des contextes, les éléments théoriques et ensuite les applications. Mon schéma des classes inversées. Je termine et conclus. Je suis convaincu, non pas comme un ange de l'Apocalypse, mais que notre monde est en train de changer. Si vous pensez que non, ouvrez les yeux. On a toutes sortes d'éléments qui montrent que l'ancien système, un peu bottom-up, la théorie au-dessus, le sage, l'expert au-dessus, et en dessous les gens, faites ce qu'on vous dit. Je ne dis pas que c'est un mauvais système, mais je dis qu'il y en a un autre en parallèle qui est en train de se créer et qui est davantage bottom-up. Les technologies nous ont dit quelque chose. Oui, toi, tu peux le faire toi-même. Tu veux apprendre le chinois, tu peux le faire toi-même. C'est du bottom-up. Et les deux, selon moi, peuvent coexister. Qu'est-ce que c'est de cette histoire-là? Oh, elle perturbe les philosophes depuis longtemps. Le courant un peu rationaliste, vous savez, Descartes et les autres, Platon, le monde des idées, le monde des théories, ça, c'est le monde idéal quelque part. Souvenez de la caverne de Platon, etc. Et puis il y a les autres, un peu plus grognons,
les empiristes qui disent « Ouais, le monde des idées, c'est bien, mais ce qui compte, c'est l'expérience concrète, c'est les vécus, c'est les contextes, etc. » Et vous avez ces philosophes qui s'opposent, mais depuis des siècles là-dessus. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que peut-être on pourrait faire un chemin d'un côté, passer des théories, les savoir comprendre et ensuite à appliquer pour leur donner du sens, et un autre chemin qui parterait des expériences vécues, de ce que l'étudiant sait déjà, de ce qu'on peut trouver par ailleurs, et essaierait de le généraliser. Je pense que ce chemin que vous voyez là, et qui est très proche d'un cycle quelque part, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et selon moi, c'est dans ce genre de cheminement, de chemin entre rationalisme et empirisme que s'inscrivent finalement les valeurs ajoutées des technologies et du numérique. Ce n'est pas l'un contre l'autre. On me dit « Ah, vous n'aimez pas le magistral. J'adore le magistral, regardez-moi quand même. » D'accord ? Ben oui, je l'adore. Mais je veux dire, en fonction des objectifs que vous voulez atteindre, ici on m'avait donné 45 minutes, je crois, pour exprimer un peu le sujet. Si on m'avait donné, tu viens à Main une semaine et tu vois les enseignants tous les après-midi pendant 3 heures, évidemment, j'aurais pas fait du blabla pendant 3 heures, 5 jours, bon. Mais évidemment, pour moi, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux en même temps. Est-ce que les technologies sont un poison? Est-ce que les technologies sont un remède? Elles sont les deux en même temps. Et de qui ça va dépendre? Parce que c'est facile de dire c'est la technologie qui va améliorer l'apprentissage. Non, ça va dépendre de vous et de vous uniquement. Et donc, voilà, je terminerai ainsi. Vous verrez dans mon diapo quelques petites références, dont un tout petit guide de 40 pages environ sur les classes inversées, un guide qui a été fait dans mon institut. Merci pour votre attention.